Bonjour à tous, c'est Professeur Nissoun. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des hypocalémies. C'est un cours de physiopathologie pour les résidents en néphrologie de deuxième année. Comme vous savez, l'hypocalémie est définie par une calémie inférieure à 3,5 mmol par litre. Ça s'exprime cliniquement par plusieurs troubles, notamment les troubles cardiaques, avec des hypotensions orthostatiques, un souffle systolique, et surtout à l'ECG avec l'affaissement du segment ST, l'affaissement de la lande T et l'apparition d'une onde U, donc c'est un aspect biphasique. Ça exprime que le cœur n'arrive plus à battre, c'est difficile pour lui vu que le potassium est très important pour le voltage. Il y a aussi des anomalies musculaires, faiblesse musculaire, hypotonie, éléus paralytique, etc. J'attire votre attention que l'hypocalémie profonde peut provoquer une rhabdomyolyse. En fait, c'est un système de défense. Les muscles sont lisés pour faire sortir le potassium vers le sang et protéger l'organisme, notamment le cœur, d'un éventuel arrêt cardiaque. Donc, comme vous savez, le potassium est l'un des premiers ions intracellulaires. L'hypocalémie entraîne aussi des troubles rénaux, surtout l'hypocalémie chronique. Elle perturbe le mécanisme de concentration des urines. Si vous revenez sur le cours concentration d'élution des urines, vous allez trouver que le mécanisme premier est situé au niveau de la branche ascendante de l'once de Halley avec la fameuse pompe NAK2Cl. Donc, s'il y a une hypocalémie, le mécanisme premier est atteint, donc le mécanisme de concentration des urines est très perturbé. Autre chose, l'hypocalémie chronique entraîne une néphrite interstitielle chronique. Le potassium, la déplétion en potassium va entraîner la surproduction de NH4+. NH4+ va prendre le relais. Tellement il n'y a pas de potassium, c'est le NH4+, qui va prendre le relais au niveau de la fameuse pompe NAK2Cl- au niveau de la branche ascendante de l'once de Halley. Et ce NH4 plus NH3, puisque ça balance entre ces deux molécules, qu'il gagne un ion H+, ou qu'il perd un ion H+, ça va entraîner une irritation de l'interstitium, et cette irritation va entraîner à la longue des fibroses, donc une néphrite interstitielle chronique. Les causes de l'hypocalémie sont variables. La première cause, c'est le défaut d'apport. C'est dans les régimes très draconiens, des patients en réanimation, sous alimentation artificielle, etc. Ici, le rein va réagir le plus normalement du monde. Il n'y a pas assez de potassium qui rentre du côté intestinal, il va retenir tout le potassium. Et si on fait un ionogramme urinaire, on va retrouver une kaliurèse inférieure à 20 mmol par litre. Alors ici, c'est litre, pas par 24 heures. 20 mmol par litre. Donc ici, le rein a une adaptation normale à un manque d'apport de potassium. Donc, il va agir essentiellement au niveau de la cellule principale du tube collecteur. Il va éviter la sortie du potassium. Donc, c'est ce qu'on appelle le gradient transtubulaire de potassium. Donc, il va être très bas, inférieur à 2. Ça se calcule comme ça. Donc, en fait, ce calcul va résumer le passage du potassium du milieu sanguin vers le milieu urinaire. C'est le gradient transtubulaire du potassium. Il est calculé par le potassium urinaire fois l'osmolalité sanguine divisé sur la calémie fois l'osmolalité urinaire. Bien sûr, l'osmolalité, on l'a vu dans les cours de concentration d'élution, du sodium, etc. C'est 2 fois Na plus K plus l'urée plus la glycémie pour l'osmolalité sanguine. Pour l'osmolalité urinaire, c'est 2 fois Na plus K plus l'urée, puisque là, normalement, il n'y a pas de glucose dans les urines. Donc, si on calcule le gradient transtubulaire via l'osmolalité sanguine, l'osmolalité urinaire, la calémie et la kaliurèse, on aura un chiffre. S'il est inférieur à 2, ça veut dire que le rein retient le potassium. Il ne laisse pas le potassium sortir dans les urines. Donc, c'est une réaction tout à fait normale.
Maintenant, les causes d'hypocalémie peuvent être digestives, notamment lors des diarrhées aiguës. On va perdre le potassium par voie digestive, mais on perd aussi des bicarbonates, beaucoup de bicarbonate. Donc on aura une acidose hyperchlorique. Alors pourquoi le chlore augmente? En fait, comme vous savez, il y a un trou anionique. Il y a les cations d'un côté et les anions de l'autre. Les anions sont représentés surtout par les bicarbonates et le chlore. Pour maintenir le trou anionique qui est indispensable à la vie, si on perd beaucoup de bicarbonate, c'est l'autre anion qui va augmenter. Donc on va essayer de réabsorber plus le chlore pour maintenir ce trou anionique. C'est pour ça qu'on a une acidose par perte de bicarbonate hyperchlorique pour maintenir le trou anionique. Donc, comme le potassium est perdu par voie digestive, le rein, il va réagir le plus normalement du monde en retenant au maximum le potassium. Donc ici, le gradient transtubulaire du potassium est inférieur à 2. Donc, on est en état d'acidose. Le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la réabsorption des bicarbonates qui sont essentiellement au niveau du tube proximal, donc bicarbonate, sodium. Donc, on va absorber au maximum le bicarbonate et le sodium au niveau du tube proximal. Qu'est-ce qui va se passer? Les urines vont être très concentrées, c'est-à-dire presque la totalité est absorbée au niveau du tube proximal. Et lorsque les urines arrivent au niveau du tube collecteur, au niveau de la cellule principale, le tube collecteur, il n'y a rien. C'est très peu d'urine qui arrive à ce niveau-là parce que presque la totalité a été absorbée au niveau du tube proximal. C'est ce qu'on appelle, voici dans la cellule, donc je vous rappelle qu'il y a dans la cellule principale du tube collecteur, côté basolatéral, la pompe, le contre-transport, la fameuse pompe NAK-ATPase, qui va pomper le sodium à l'extérieur de la cellule, d'où la diminution de sa concentration intracellulaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va réabsorber le sodium par les canaux apicaux via ces canaux, on va absorber le sodium urinaire qui va rentrer vu le gradient de concentration. Et comme le sodium va rentrer, la lumière elle va devenir négative. Dans tout ce qui est cation à l'intérieur de la cellule va sortir notamment le potassium et les ions H+. C'est comme ça que ça marche dans le tube collecteur. Et lorsque le potassium et les ions H+ vont sortir, la lumière va redevenir positive et le chlore va suivre le sodium en travers le passage paracellulaire. Donc, ici, le gradient transtubulaire du potassium, lorsqu'on va le calculer, on va le trouver aussi bas, puisque il va essayer, en fait, le rein va essayer de réabsorber au maximum ce fameux potassium, parce que le rein, parce qu'il y a une perte digestive. Si on calcule le débit sanguin, le débit urinaire, qui arrive au tube collecteur, c'est ce qu'on appelle le QTCC, le débit qui arrive au tube collecteur cortical. Donc on le calcule ainsi, l'osmolalité urinaire fois la diurèse sur l'osmolalité sanguine. Donc on va arriver à trouver la quantité de liquide qui arrive au tube collecteur. Ici, on va le trouver bas, inférieur à 3 litres par jour. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de diarrhée aiguë? Le rein va réabsorber au maximum les bicarbonates au niveau du tube proximal, n'est-ce pas? Il va essayer de retenir au maximum les bicarbonates parce qu'il y a une perte importante au niveau digestif. Le potassium est éliminé par perte digestive. Donc le rein va essayer de retenir le maximum. Donc cette réabsorption de bicarbonate et de sodium au niveau du tube proximal va faire que très peu d'eau, d'urine, va arriver au niveau du tube collecteur. Ce qui fait que à ce niveau-là, on va trouver un gradient transtubulaire du potassium bas, c'est-à-dire il y a très peu de potassium qui va sortir,
Et ça, c'est secondaire au fait que la quantité d'urine qui arrive au tube collecteur est aussi basse. Donc, au niveau de la cellule principale, déjà, il y a très peu de liquide qui arrive. Donc, il y aura très peu d'absorption de sodium. Donc, il y aura très peu d'élimination de potassium. Et c'est pour ça que le rein va retenir le sodium. Donc, à ce niveau-là, quand on a une diarrhée aiguë, on a le gradient transtubulaire du potassium et le débit de liquide arrivant au tube collecteur bat tous les deux. Donc, le gradient inférieur à 2 et le débit inférieur à 3 litres par jour. Par contre, si la diarrhée devient chronique, c'est-à-dire que c'est un problème vraiment chronique, et si c'est le rein qui va commencer à perdre du potassium, donc l'hypocalémie sera à la fois digestive et rénale. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'acidose, elle va devenir chronique, n'est-ce pas? Donc le rein va paradoxalement commencer à perdre du potassium. Ne vous inquiétez pas, on va tout expliquer maintenant. Alors, qu'est-ce qui arrive? Au niveau proximal, il y a une acidose chronique. Les bicarbonates sont très bas. Donc le rein, il essaye de réabsorber les bicarbonates au niveau tube proximal. Mais le problème, c'est que la fraction filtrée de bicarbonate est très basse. Donc, il n'arrive ni à absorber le bicarbonate suffisamment, ni à réabsorber le sodium suffisamment, parce que le sodium, je vous rappelle, au niveau du tube contourné proximal, sa réabsorption est tributaire et associée au bicarbonate. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura trop de liquide qui ne sera pas absorbé au niveau du tube proximal, qui va se trouver dans le tube collecteur. Alors, devinez quoi? Ici, à ce niveau-là, il y aura énormément de liquide qui arrive. Donc, on aura un débit tube collecteur élevé, supérieur à 3 litres, n'est-ce pas? Donc, la cellule tubulaire, qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre? Elle va essayer de récupérer tout ce que la cellule proximale n'a pas pu absorber. Donc, on aura, malgré nous, une perte de potassium, parce que l'absorption du sodium à ce niveau-là est tributaire d'une perte de potassium, n'est-ce pas? La cellule tubulaire, elle absorbe le sodium en prix d'élimination de potassium. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que le débit est élevé et le gradient transtubulaire du potassium au niveau de la cellule principale est élevé. Donc, paradoxalement, lorsque les diarrhées deviennent chroniques, le rein devient une porte de sortie et de perte de potassium, donc ça va aggraver. Maintenant, dans le cas où il y a diarrhée associée à des vomissements, ça peut arriver, des diarrhées chroniques avec des vomissements, des épisodes de vomissements comme ça ponctuels. Quand on vomit, qu'est-ce qu'on perd? On perd du chlore. Donc, l'hypocalémie va être rénale et on aura une alcalose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi alcalose? On perd du chlore. Le chlore, on a dit que c'était un anion. Si on perd du chlore, on doit absolument récupérer un anion pour pouvoir maintenir un trou anionique. Sinon, on va mourir. Donc, le corps va faire sortir tous les bicarbonates, des os, etc. Les os. Donc, et on aura une alcalose, donc on n'aura pas une acidose. Lorsque la diarrhée est associée à des vomissements, on aura une alcalose métabolique chronique, c'est les vomissements sont en continu, et le rein, et aussi comme dans la diarrhée chronique, est un perdeur de potassium. On va voir tout de suite pourquoi. Donc, dans les diarrhées chroniques, dans les diarrhées aiguës, on aura une hypocalémie par perte digestive et une acidose métabolique. Dans les diarrhées chroniques, on aura une hypocalémie par perte rénale associée à une acidose métabolique. Lorsque les diarrhées chroniques sont associées à des vomissements, ici on aura une hypocalémie de perte rénale associée à une alcalose métabolique chronique parce qu'on perd du chlore en vomissant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les liquides, comme on est en état d'alcalose, donc le rein ne va certainement pas réabsorber le sodium au niveau du tube proximal, n'est-ce pas? Sinon, il va encore absorber des bicarbonates et on va rentrer dans l'alcalose, ça va s'aggraver. Donc le liquide va aller se retrouver, devinez quoi? Au niveau du tube collecteur. Ce qui va faire
que le gradient transtubulaire va être élevé. Et comme il est élevé, au contact de la cellule principale, elle va, essayer, pour ne pas avoir une déshydratation, de réabsorber ce sodium, cette quantité énorme de sodium qui arrive au tube collecteur, au prix d'une perte de potassium. Donc, perte de potassium, c'est-à-dire que le gradient transtubulaire vers la sortie, le gradient qui pousse le potassium à sortir est élevé. Et dans ce cas, on a le gradient transtubulaire et le débit au niveau du tube collecteur élevé. Voilà. Donc, quand on a aussi une alcalose, on va expliquer aussi encore mieux ce débit, ce gradient transtubulaire qui est négatif. Non simplement, la cellule principale, elle doit réabsorber une grande quantité de sodium, donc elle doit au prix éliminer du potassium, mais aussi et surtout, on est en état d'alcalose. Donc les bicarbonates sont très très augmentés dans les urines et les bicarbonates sont négatifs. Donc cette charge négative très importante, elle va renforcer cette sortie de potassium. Et c'est pour ça que lorsqu'on a des vomissements plus diarrhée, l'hypocalémie est plus importante. Par perte rénale, on aura une kaliurèse importante des deux mécanismes. Déjà par l'augmentation de débit qui va arriver au niveau du tube collecteur, mais aussi par la richesse des urines par les bicarbonates. Donc lumière négative, elle va attirer le potassium à sortir. Maintenant, lorsqu'on est en état de vomissement, uniquement, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a que des vomissements. Je vous ai dit qu'on perd du chlore. Donc ici, on aura une hypocalémie. Cette hypocalémie est d'origine rénale. On va l'expliquer tout de suite. Et on aura une alcalose métabolique, n'est-ce pas? Parce que le chlore est perdu par les vomissements. On est obligé de réabsorber des bicarbonates pour pouvoir maintenir le trou anionique. Donc on aura forcément réabsorption de bicarbonate. On aura une alcalose métabolique avec une perte rénale de potassium. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, regardez ici. Cette alcalose, cette fameuse alcalose qui va empêcher le liquide à être absorbé au niveau du tube proximal, ça va aller dans le tube collecteur, donc le débit qui va être délivré au tube collecteur est élevé, supérieur à 3, et aussi la perte de potassium est importante parce qu'on est obligé déjà d'absorber beaucoup de sodium, mais aussi n'oublions pas les bicarbonates qui ne sont pas absorbés au niveau nulle part parce qu'on est en état d'alcalose. Donc les urines au contact de la cellule tubulaire principale au niveau du tube collecteur est extrêmement négatif qui va entraîner la sortie massive de ce potassium. Donc on aura le gradient transtubulaire élevé. Désolée, ici donc en état de vomissement, on aura le gradient transtubulaire élevé parce que l'alcalose va empêcher l'absorption du sodium au niveau du tube proximal parce qu'elle est associée au bicarbonate. Voilà. Donc, dans l'état où on est en vomissement, on aura le gradient transtubulaire et le débit élevé. Maintenant, lorsque les vomissements sont très chroniques, on commence à avoir une déshydratation extracellulaire. Ici, l'organisme va s'en foutre totalement d'une alcalose métabolique ou bien d'un trou anionique parce que là, s'il reste en déshydratation, c'est le choc hypovolimique, le cœur va s'arrêter. Donc, il va absorber le sodium au niveau du tube proximal le plus qu'il peut. Et dans ce cas, on aura, c'est-à-dire il va réabsorber le bicarbonate, ça va entretenir l'alcalose. Ici, on aura une perte de potassium rénal à cause de la lumière négative secondaire à l'alcalose au niveau de la cellule principale, mais aussi on aura ici le débit qui arrive à la cellule, c'est-à-dire à ce moment-là, quand on a des vomissements aigus, là maintenant, on aura le gradient transtubulaire élevé et la quantité de liquide qui arrive au tube collecteur, le QTCC, élevé aussi. Par contre, si les vomissements sont chroniques avec déshydratation extracellulaire, on aura le gradient transtubulaire du potassium qui reste élevé parce que la lumière est chargée négative, donc ça pousse le potassium à sortir.
Mais à ce moment-là, lorsque la déshydratation s'installe, on aura le débit arrivant au tube collecteur vraiment très bas. Pourquoi? Parce que l'organisme va réabsorber au maximum le sodium au niveau du tube proximal secondaire à cette déshydratation. Donc, ce qui différencie des vomissements aigus de vomissements chroniques, c'est l'installation de cette déshydratation. Dans les vomissements aigus, on a les deux paramètres qui vont vers le haut, c'est-à-dire que ça va augmenter. Et lorsque les vomissements sont chroniques, on aura le gradient transtubulaire élevé, mais le débit du tube collecteur, le débit urinaire du tube collecteur bas, parce que l'organisme va essayer de réabsorber le sodium au maximum et il va s'en foutre de l'alcalose. Il va réabsorber et entretenir l'alcalose en réabsorbant le bicarbonate et le sodium parce qu'il n'a pas le choix en fait au niveau du tube proximal. La troisième possibilité d'une hypocalémie, c'est qu'il y a un transfert cellulaire. Donc le potassium sanguin va rentrer à l'intérieur de la cellule par l'effet de plusieurs mécanismes. Déjà par des médicaments. Il y a plusieurs médicaments qui ouvrent les canaux potassiques. Les bêta-mimétiques, l'insuline elle est bien connue pour, d'ailleurs c'est le traitement d'une hypercalémie. On introduit l'insuline qui ouvre les canaux, le verapamil. L'alcalose, elle ouvre les canaux parce qu'elle est obligée de faire rentrer un ion potassium pour faire sortir un ion H+ de la cellule. L'anabolisme, la formation de cellules, ça va, comme c'est l'ion le plus important intracellulaire, donc on aura besoin de beaucoup de potassium, donc on aura des hypocalémies. Les anémies mégaloplastiques, c'est-à-dire des globules rouges très gros, donc ils vont avoir beaucoup de potassium à l'intérieur, donc ça consomme. L'insuline exogène, la renutrition parce que ça va constituer d'autres cellules, donc on a besoin de potassium. L'intoxication en chloroquine entraîne l'ouverture des canaux potassiques et la fameuse paralysie familiale hypocalémiante, ils ont des canaux potassiques très ouverts, donc ils font des paralysies parce que le potassium va rentrer à l'intérieur des muscles et ça va entraîner un problème de voltage et des paralysies. Arrivons maintenant au plus important, les causes rénales pures, c'est-à-dire. Ici, pour savoir où on est du côté rénal, il faut calculer le gradient transtubulaire et la quantité de liquide qui arrive au tube collecteur. Maintenant, si c'est la quantité du tube collecteur qui est élevée et le gradient transtubulaire est normal, ou bien c'est le gradient transtubulaire, c'est-à-dire qui est très, c'est lui qui est en premier, c'est le plus gros. Ici, il faut vraiment faire un ionogramme urinaire correct parce que la natriurèse, parce que c'est soit une natriurèse très élevée, c'est-à-dire secondaire à des diurétiques, bien sûr, soit proximaux, soit 11 de LA, soit distaux. Donc, il y a une grande quantité de liquide qui arrive au tube collecteur. Donc, c'est lui qui est au premier lieu très élevé, qui va entraîner à une sortie du potassium à l'extérieur de la cellule. Donc, on aura un gradient transtubulaire élevé et la quantité de liquide qui est très élevée. On va trouver les deux élevés, mais c'est le débit urinaire du tube collecteur qui est le plus, vraiment c'est au maximum, ça va être 10 litres, 12 litres, etc. À ce moment-là, on va aller chercher. Est-ce que c'est secondaire à des diurétiques? Maintenant, il y a une grande natriurèse qui arrive. Donc, elle n'est pas absorbée au niveau du tube proximal, là, elle n'est pas absorbée au niveau de l'anse de LA ou bien au niveau du tube collecteur. Tube distal, ça arrive au tube collecteur, donc le rein va être obligé de réabsorber au prix d'une élimination du potassium. Ici, ça se verra, il y a une diurèse abondante. Aussi, quand on a une diurèse abondante et on trouve le sodium urinaire normal, ici, il faut penser à un agent osmotique. Est-ce que c'est l'urée? Est-ce que c'est la glycémie qui est élevée? Il y a un agent osmotique qui va retenir l'eau dans les urines, il va empêcher la réabsorption et la concentration des urines. Donc, on aura une perte de sel. Et parmi les sels, ce sera le potassium. Donc, que ce soit la glycémie, l'urée, le calcium, un agent osmotique, le magnétol ou autre chose.
Maintenant, si le gradient transtubulaire qui est très élevé alors que la quantité de liquide qui arrive au tube collecteur est plus ou moins normale, ici, bien sûr, voici comment on va calculer, donc c'est super. Ici, il faut évaluer le secteur extracellulaire. Alors, si je suis dans la situation où le gradient transtubulaire du potassium est élevé et la quantité de liquide qui arrive au niveau du tube collecteur est normale, ici, je vais voir l'état d'hydratation. Il y a deux possibilités. Soit je suis en déshydratation, c'est-à-dire on examine le patient, il y a un pli, etc. Ici, je vais suspecter une lumière au niveau du tube collecteur très négative. Cette lumière très négative va attirer le potassium malgré qu'il n'y a pas une quantité, c'est-à-dire le sodium on n'est pas obligé d'absorber le sodium à ce niveau-là. Donc la sortie du potassium, l'hypocalémie secondaire a une grande négativité. Alors c'est quoi ces conséquences? Pourquoi il y aura ça? Donc on a plusieurs syndromes qui peuvent entraîner ce problème-là. Donc le syndrome de Bartter, le syndrome de Gitelman, la bicarbonaturie, le déficit en magnésium et l'amphotéricine B, c'est un médicament. Arrivons au syndrome de Bartter. Le syndrome de Bartter, comme vous savez, c'est un problème de réabsorption au niveau de la branche ascendante de l'anse de Halley. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les urines qui arrivent au tube collecteur sont plus importantes que ça devrait l'être. Donc, le débit arrivant au tube collecteur est élevé, même pas beaucoup, pas énormément. On va dire 5 litres, 3 litres et demi, 4 litres. Et ça va entraîner une hypocalémie qui est quand même pas très profonde dans le syndrome de Bartter. Donc, il n'y aura pas d'absorption. Il y a un problème d'absorption au niveau de la branche ascendante de l'os de Halley. Je vous renvoie au cours tubulopathie où j'ai expliqué en détail les mutations qui sont associées au syndrome de Bartter. Donc, il y aura une hypocalémie qui est quand même pas très très profonde. En fait, Bartter, ça mime la prise de diurétiques, de l'anse. Le syndrome de Gitelman, lui, ça mime la prise de diurétiques distaux, des thiazidiques. Donc, il n'y a pas d'absorption au niveau du tube distal. La quantité de liquide qui arrive au tube collecteur est plus importante que prévu. Bon, ici, je vous ai dit toujours que c'est pas comme les cas où il n'y a pas d'absorption au niveau du tube proximal. Parce que c'est là où il y a l'absorption la plus importante. Ici, le débit est élevé, mais pas énormément. Donc, on aura une perte de potassium qui est pas très importante. Enfin, il y a une hypocalémie, mais pas profonde. Le plus souvent, c'est pas profond, mais il y a des familles où c'est quand même très problématique. Hein. Ça dépendra si cette absorption est nulle ou bien diminuée. Bicarbonature, c'est-à-dire qu'il y a des bicarbonates dans les urines. Si les bicarbonates sont chargés négativement, ils vont attirer le potassium à sortir de la cellule principale, malgré qu'ici, il n'y a pas, le débit est normal. Donc, dans le Bartter et le Gitelman, le débit à le tube collecteur est élevé, un peu, pas beaucoup. Bicarbonaturie, il n'est pas élevé. C'est juste la négativation de la lumière qui attire le potassium à sortir. Ici, on a deux possibilités. C'est soit l'acidose tubulaire proximale, soit l'acidose tubulaire distale type 1. Donc, proximale, qu'est-ce qui se passe? Il y a une absorption de bicarbonate, ils ont un seuil bas. C'est-à-dire, au lieu d'absorber disons 80% des bicarbonates filtrés, ils vont absorber, disons 30%. Donc, il y aura des bicarbonates qui vont échapper au tube collecteur et ça va se retrouver dans le tube dans un tube proximal, pardon. Ça va se retrouver dans le tube collecteur tout au long des tubes et ça va être négatif, donc attirer le potassium à sortir. L'acidose tubulaire distale type 1, en fait, c'est un problème au niveau des cellules intercalaires alpha, donc il n'y a pas d'absorption intercalaire alpha et intercalaire bêta. Donc il n'y a pas d'absorption de bicarbonate. Revenez au cours de tubulopathie d'acidose. Donc j'en ai parlé en détail de ces tubulopathies. Donc s'il n'y a pas d'absorption de bicarbonate à ce niveau-là, la lumière devient négative et le potassium est perdu. Donc c'est le même cas
dans les vomissements, souvenez-vous, comme il y a une alcalose, il n'y a pas une réabsorption. Donc, la lumière négative est associée aussi à des causes extra-rénales, telles que les vomissements avec son alcalose et la non-réabsorption des bicarbonates au niveau du tube proximal. Donc, ça va mimer un peu l'acidose tubulaire proximale, n'est-ce pas? Et l'acétazolamine, ça va bloquer la réabsorption du sodium au niveau du tube proximal. Et l'absorption du sodium au niveau du tube proximal est associée au bicarbonate. S'il n'y a pas d'absorption de sodium au niveau du tube proximal, il n'y a pas d'absorption du bicarbonate. Et c'est pour ça que la lumière devient négative au niveau du tube collecteur. Donc, avant de dire que c'est une acidose tubulaire, il faut éliminer les vomissements prises d'acétazolamide, qui est un diurétique proximal. Le déficit en magnésium. Alors, le magnésium et le potassium, c'est toute une histoire d'amour. Le problème au niveau du tube de l'anse ascendante de l'anse de Halley, là, comment ça se passe? La pompe NAK-ATPase, la fameuse, elle va diminuer le sodium intracellulaire. Il va pousser le sodium à rentrer via le cotrospore NAK2Cl. Et le chlore va sortir par des canaux basolatéraux. Et le potassium qui est rentré va être recyclé pour être réabsorbé. En fait, c'est un cycle. La sortie du potassium va entraîner la lumière positive, va entraîner la réabsorption du calcium et du magnésium. Et comme le calcium et le magnésium sont en fait, ils sont en compétition pour être réabsorbés, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont tous les deux positifs, ils vont sortir, en fait, il y a un problème de place, ils vont être ensemble, il y a lorsqu'on a une hypomagnésémie, en fait, elle va laisser la place au calcium, donc il y aura une réabsorption de calcium importante. Qu'est-ce qui va se passer? Ce calcium va alerter les récepteurs sensibles au calcium. Donc, les récepteurs sensibles au calcium, ils vont se dire, il y a trop de calcium qui est réabsorbé à ce niveau-là. Attention, je vais aller bloquer la réabsorption de potassium à ce niveau-là. Donc, on aura l'hypomagnésémie va entraîner une hypocalémie par ce mécanisme-là, mais aussi une hypocalcémie parce que, en fait, il y a très peu de calcium. Même s'il y a très peu de calcium qui va être réabsorbé, il aura la porte ouverte rien qu'à lui. Les récepteurs à calcium vont être tout le temps stimulés et eux vont inhiber la réabsorption du sodium, potassium, chlore. Donc, le sodium va rester dans les urines, c'est positif. Le calcium va essayer de rentrer en paracellulaire et parce que c'est positif par rapport au sodium qui n'est pas absorbé. Donc le calcium en rentrant, comme il a la voie libre à lui seul, il n'y a pas beaucoup de magnésium et ça va rentrer en grande quantité par rapport à ce qu'il faut et ça va être un cercle vicieux comme ça. Donc l'hypomagnésémie va empêcher la réabsorption du potassium à ce niveau-là, il va empêcher aussi la réabsorption du calcium. Donc le magnésium est presque toujours associé. D'ailleurs, la symptomatologie clinique est secondaire à l'hypocalcémie, l'hypomagnésémie. L'amphotericine B va entraîner une lumière négative parce que le médicament en lui-même, son substitut lorsqu'il est éliminé dans les urines, il est très négatif, il est chargé négativement, il va se retrouver dans les urines, donc il va attirer le potassium à sortir. Voilà. Maintenant, si on se retrouve dans l'état où on est en hyperhydratation, au contraire. Ici, il y a une réabsorption exagérée de sodium au niveau du tube collecteur. Il y a trois possibilités. Soit c'est le syndrome de Lidl. Donc, souvenez-vous, quand on suspecte une atteinte rénale, on va calculer le gradient transtubulaire et la quantité de liquide qui arrive au niveau du tube collecteur. C'est la quantité de liquide qui arrive au tube collecteur, c'est elle qui est très très élevée. Vraiment, c'est flagrant. Ici, on va faire un ionogramme urinaire. On va se dire, est-ce que c'est une perte trop de sodium dans les urines, soit secondaire à des diurétiques, soit secondaire à une alimentation très riche en sodium. Donc, c'est ça qui va entraîner que le tube collecteur va éliminer le potassium. Soit, quand on fait l'ionogramme urinaire, on ne va pas trouver beaucoup de sodium. Par contre, il y a une diurèse osmotique. Dans ce cas, il faut aller voir s'il n'y a pas un pic glycémique, s'il n'y a pas un taux d'urée très élevé, s'il n'y a pas un pic de calcium, etc. S'il n'y a pas un agent osmotique qui a été ingéré, etc.
Maintenant, si on trouve que c'est le gradient transtubulaire qui est vraiment très élevé, avec un gradient, avec la quantité de liquide arrivé au tube collecteur pas vraiment très élevé, dans ce cas, on va aller voir l'état d'hydratation. S'il est déshydraté, on va aller vers les tubulopathies, tout ce qui est Bartter, Gitelman, bicarbonate urique avec l'acétose tubulaire type 1 et type 2. Type 1, c'est la distale, type 2, c'est la proximale. Les causes de bicarbonaturie, il faut, avant de dire que c'est une bicarbonaturie d'origine rénale, il faut d'abord éliminer les vomissements et la prise de l'acétazolamine. Ou bien c'est déficit en magnésium, ou bien c'est l'amphotericine B, la prise médicamenteuse, qui va entraîner une perte rénale. Maintenant, si l'état de réhydratation en fait, on est en hyperhydratation avec HTA, etc. Ici, on va suspecter soit le syndrome de Liddle, soit l'hyperaldostéronisme, soit l'hypercortisisme. Commençons par le syndrome de Liddle. Le syndrome de Liddle, en fait, donc le syndrome de Liddle, c'est une activation de la pompe NAK-ATPase et ouverture des canaux sodiques avec une perte de potassium. L'hyperaldostéronisme et l'hypercortisisme, en fait, c'est la même chose. Il y a une réabsorption exagérée de sodium à ce niveau-là, secondaire à l'activation de l'aldostérone. Donc, syndrome de Liddle, c'est les canaux sodiques qui sont très ouverts, très élevés. Et ça, c'est ouvert tout le temps. Donc, très actif. L'hyperaldostéronisme, c'est en fait l'activation par aldostérone de la cellule tubulaire principale du tube collecteur, donc elle va réabsorber. L'hypercortisisme, et vous savez que le cortisone a un effet aldostérone-like. Donc, c'est une exagération de la réabsorption du sodium au niveau du tube collecteur et ça va entraîner une hypocalémie par conséquent. Donc, je sais que c'est un peu perturbé dans votre tête, je vais essayer de vous donner une certaine conduite à tenir. Quand on est devant une hypocalémie, il faut éliminer d'abord les causes évidentes. Les médicaments avec le transfert intracellulaire, les vomissements, les diarrhées, les apports insuffisants. Donc on va éliminer toutes les causes extra-rénales. C'est évident. Donc pourquoi? Maintenant, après, s'il n'y a pas tout ça, on va mesurer la magnésémie et la kaliurèse. Si le magnésium est bas, on sait c'est le magnésium. La kaliurèse, elle va nous orienter. Donc, si la kaliurèse est élevée, la cause est rénale, alors on va essayer de faire la part des choses. Bien sûr, on va éliminer les vomissements et diarrhées dès le départ. Ici, on va faire le gradient, on va calculer la gradient transtubulaire du potassium. Si c'est supérieur à 2, on va évaluer le secteur extracellulaire. Si le secteur extracellulaire est diminué, je suis en déshydratation. Et si je vais faire une gazométrie et faire une radiographie ASP à la recherche de lithiase. Alors, si la gazométrie me dit c'est une alcalose, c'est un syndrome de Gitelman ou bien un syndrome de Bartter. Ce qui me fait la différence entre les deux, c'est la présence ou non de lithiase. Alors, syndrome de Gitelman, syndrome de Bartter vont entraîner une alcalose parce que souvenez-vous, c'est un problème de réabsorption au niveau du tube distal pour le Gitelman, au niveau du tube collecteur, au niveau de Bartter. Donc, il y a trop de liquide qui arrive au tube collecteur. Le tube collecteur, il va essayer de réabsorber, n'est-ce pas? Il va réabsorber le sodium qui est en plus au prix d'élimination de quoi? De potassium et d'ion H+. C'est pour ça qu'on a une alcalose. Alors, pourquoi Bartter est associé à des lithiases, Gitelman non? En fait, souvenez-vous, le syndrome de Bartter est une mutation complexe qui va empêcher le sodium d'être réabsorbé par le cotransport NAK2Cl-, la sortie du potassium, le recyclage du potassium, et ainsi, ça va empêcher la réabsorption du calcium et du magnésium, ce qui va entraîner des lithiases. Donc, l'absorption du calcium et du magnésium est tributaire au mécanisme d'absorption du sodium et l'élimination du potassium à ce niveau-là. C'est pour ça qu'à Bartter, dans le syndrome de Bartter, on aura des lithiases, alors que dans le syndrome de Gitelman, il n'y a pas de lithiase. Donc, c'est comme ça qu'on fait la part des choses petit à petit, étape par étape. Donc, d'abord, on élimine toutes les causes
évidentes, tout ce qui est vomissement, prise médicamenteuse, etc. Lorsqu'on n'a rien sur le plan clinique, donc les causes digestives, les causes d'apport, les causes de transfert, etc., on va s'intéresser à une cause rénale. Donc, on fait la première des choses, on fait une magnésémie. Si elle est basse, donc c'est secondaire à cette hypomagnésémie, il faut corriger le magnésium avec le potassium et le calcium et ça va rentrer dans l'ordre. Maintenant, si elle est normale, on va faire une caliurèse. La caliurèse, ça va nous permettre en fait de calculer le gradient transtubulaire du potassium. S'il est supérieur à 2, il faut évaluer le secteur extracellulaire. S'il est bas, on fait un ASP, une gazométrie. S'il y a une alcalose et des lithiases, c'est le syndrome de Bartter. S'il y a alcalose isolée, c'est le syndrome de Ditelman. Rappelez-vous, le syndrome de Ditelman, c'est un problème de réabsorption au niveau du tube distal par blocage du cotransport NaCl. Maintenant, si on retrouve une acidose, là, c'est les acidoses tubulaires, qu'elles soient proximales, la type 2, ou bien la distale. La différence entre les deux, donc, c'est lithiase toujours. L'acidose tubulaire proximale, c'est un taux de réabsorption du bicarbonate bas. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réabsorption de bicarbonate, mais pas suffisante. Donc ici, l'acidose, déjà, elle n'est pas profonde, l'hypocalémie n'est pas très profonde. L'acidose tubulaire distale type 1, c'est un problème de réabsorption de bicarbonate dans le tube collecteur. Donc ici, il y a la bicarbonaturie très importante. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc la proximale ici. La distale. Bicarbonaturie va être très très importante parce que les intercalaires bêta n'arrivent plus à réabsorber le bicarbonate. Donc la lumière devient très très négative. Et elle va pousser le sodium à sortir, le potassium à sortir, l'ion H+ à sortir. Donc ça déjà ça contrebalance cette acideuse, mais aussi elle force à sortir tous les cations dont le calcium. Donc on aura une calciurie importante, donc des lithiases calciques. Si le secteur extracellulaire est augmenté et si on va faire les dosages hormonaux, la rénine, aldostérone et cortisolémie. Si la rénine est basse, l'aldostérone est bas et le cortisolémie est bas. Ici, c'est le syndrome de Liddle. Parce qu'il y a une activation primitive de l'absorption du sodium au niveau du tube collecteur. Si la rénine est basse, l'aldostérone est élevé, le cortisolémie est normal, ça c'est un hyperaldostéronisme primitif. C'est le syndrome de Cohn. Si la rénine est élevée, l'aldostérone est élevé, le cortisolémie est normal. Ici, c'est l'hyperaldostéronisme secondaire. Secondaire à l'augmentation de la rénine. Donc, c'est la rénine qui est élevée. Maintenant, si la rénine est basse, l'aldostérone est bas, le cortisolémie est élevé en rapport avec cette augmentation, donc ça contrebalance. Ici, c'est l'hypercortisisme. Alors, c'est tous les Cushing, les déficits enzymatiques surrénaliens, les hypoplasies surrénaliennes, etc. Là, c'est l'endocrino, c'est pas la néphrologie. J'espère que vous avez maintenant une idée bien claire des causes et comment on fait comme ça une conduite, une recherche étiologique d'une hypocalémie. Retenez juste le schéma que je vous ai donné, vous allez vous en sortir très très vite. Donc si vous voulez avoir un diagnostic rapide, il faut juste éliminer étape par étape. Maintenant, comment on traite? Si l'hypocalémie est supérieure à 3, donc elle n'est pas très profonde, on va donner un traitement oral, le Caligan. Alors, l'alimentation large, etc., ça ne marche pas. Il faut donner du potassium en sirop. Donc, on va donner 10 à 20 mEq 2 fois à 4 fois par jour. Alors, 10-20 mEq, chaque cuillère à soupe de Caligan contient 10 mEq de potassium. Donc, on va donner 1 à 2 cuillères à soupe entre 2 à 4 fois par jour selon l'état du patient.
Maintenant, si la calémie est inférieure à 3, là c'est un peu dangereux, ou bien elle devient très 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 symptomatique. Ici, il faut une supplémentation intraveineuse. Et là, il faut une voie centrale. Attention, le potassium est extrêmement toxique, vénotoxique. Donc, on va donner 20 à 40 mEq par heure à renouveler 3 fois, donc 3 heures de suite. Et on fait à chaque fois un ionogramme et on vérifie. Si ça marche pas, on peut refaire 3 fois dans la journée. Et le maximum qu'on peut donner, c'est 400 mEq par jour. Donc on donne par exemple 20 mEq sur 1 heure, puis 20 mEq sur 1 heure, puis 20 mEq sur 1 heure, donc c'est sur 3 heures. Ce schéma, on peut le renouveler 3 fois, c'est-à-dire en tout, on peut faire 20 fois 9. Et, euh, et voilà. Donc normalement, ça se corrige avec ce schéma-là. Donc pour savoir combien il me manque de potassium, on va faire 4, moi la calémie, 4 c'est la moyenne du potassium, fois 100. Donc on aura la quantité exacte qui manque. Par exemple, s'il est à 2,5, ben 4 moins 2,5, ça fait 1,5, fois 100, ça fait 1,5 fois 100, ça fait je sais pas, 1,5, oh mon Dieu. 1,5 fois 100, ça fait 150. Ça fait 150 mecs, donc 150, il faut les donner en intraveineux parce que généralement c'est symptomatique. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. C'est vrai que ça donne mal à la tête, l'hypocalémie et toutes ces étiologies, mais il faut juste aller doucement et trouver le diagnostic assez facilement quand on connaît le mécanisme de chaque pathologie. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah.